Le problème le plus grand et le plus important de la vie est de savoir comment éviter les confrontations avec nos semblables. On ne trouve chez l'autre que ce que l'on n'a pas d'abord trouvé en soi-même. Carl Jung. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent incapables d'admettre leur tort? Avez-vous ressenti cette profonde frustration en essayant d'avoir un dialogue avec quelqu'un qui semble imperméable à tout argument autre que le sien? Ou peut-être vous êtes-vous interrogé sur la raison pour laquelle certaines conversations semblent toujours se terminer en boucle sans fin où personne n'écoute vraiment l'autre. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce qui se cache réellement derrière le besoin compulsif d'avoir raison. Vous comprendrez comment les archétypes et l'ombre de Jung expliquent ce comportement difficile. Vous apprendrez des techniques profondes pour transformer les confrontations en opportunités de croissance mutuelle. Je vous promets qu'à la fin, vous aurez une nouvelle perspective sur les personnes difficiles dans votre vie, et peut-être aussi sur vous-même. Quand le dialogue devient un champ de bataille, c'est qu'un enjeu plus grand se joue dans la psyché. Il existe un secret ancien concernant ceux qui prétendent détenir la vérité que peu connaissent, une vérité cachée qui révèle pourquoi les affronter est en fait une invitation à un profond voyage intérieur. Cette révélation, qui ne sera entièrement dévoilée qu'à la fin de cette vidéo, pourrait transformer à jamais votre façon d'aborder ces rencontres. Préparez-vous à franchir 12 portails de conscience qui peuvent changer non seulement vos relations, mais aussi votre compréhension de ce que signifie réellement avoir raison. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment la voix du vieil homme sage peut émerger du silence et changer complètement votre regard sur les conflits. Commençons. La confrontation avec quelqu'un qui se croit détenteur de la vérité est, avant tout, une rencontre avec un miroir. Lorsque nous faisons face à quelqu'un incapable d'envisager d'autres points de vue, nous n'avons pas seulement affaire à une autre personne. Nous sommes face à un reflet inversé de quelque chose qui demeure en nous. Jung nous enseigne que l'ego est le centre de la conscience, mais jamais la totalité de la psyché. C'est simplement la pointe de l'iceberg, la partie que nous croyons connaître de nous-mêmes. Lorsque l'ego s'identifie complètement à ses propres opinions, il devient rigide et inflexible. Imaginez quelqu'un qui a grandi dans un environnement où admettre ses erreurs était synonyme de faiblesse. Dès son plus jeune âge, cette personne a appris à défendre ses points de vue comme si son existence même en dépendait. Avec le temps, cette défense est devenue automatique. Ce n'est plus un choix conscient, mais un réflexe de survie psychique. Chaque opinion devient une extension d'elle-même. La remettre en question, c'est comme menacer son identité. Ce que vous voyez n'est pas seulement de l'entêtement, mais un mécanisme de protection contre l'effondrement de l'image de soi. Avez-vous déjà remarqué combien il est plus facile d'identifier l'inflexibilité chez les autres que chez nous-mêmes? La projection, un concept fondamental de la psychologie jungienne, explique comment nous attribuons aux autres ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. Le détenteur de la vérité projette son insécurité sous forme de certitude absolue. Et nous, à notre tour, projetons sur eux notre propre ombre d'inflexibilité. Lorsque nous devenons profondément irrités par l'obstination d'autrui, il est bon de se demander « Qu'est-ce que cette réaction éveille en moi? Quelle partie de moi est activée dans cette rencontre ?» La première étape pour aborder le détenteur de la vérité est de reconnaître le jeu de miroir qui s'instaure. Nous n'avons pas seulement affaire à l'autre, mais à des aspects de nous-mêmes que cet autre éclaire ou obscurcit. La véritable bataille ne se déroule jamais entre deux personnes, mais entre deux ombres qui se reconnaissent sans le savoir. Souvenez-vous, chaque fois que nous ressentons cette irritation grandissante face à l'inflexibilité d'autrui, une porte s'ouvre pour nous permettre d'explorer notre propre relation au contrôle et à la vulnérabilité. Le miroir inversé de l'âme reflète toujours quelque chose de nous-mêmes. L'ombre dans la conception jungienne abrite tout ce que nous rejetons, craignons ou refusons de reconnaître en nous-mêmes. C'est le réceptacle de l'invisible, du nié, du refoulé, et c'est précisément dans l'ombre que nous trouvons la racine du besoin compulsif d'avoir raison. Ceux qui ont toujours besoin d'avoir raison portent une ombre puissante, la peur de l'erreur, de l'insignifiance, du rejet. Une insécurité profonde se transmue en son contraire dans la conscience, une certitude inébranlable. Imaginez quelqu'un qui a été diminué intellectuellement tout au long de sa vie. Peut-être a-t-il grandi en étant traité de lent,
de stupide ou d'incapable. Pour compenser cette blessure, il a développé un besoin vorace de connaissance et, plus que cela, d'être reconnu comme quelqu'un de compétent. Son identité a fusionné avec son intellect. Admettre une erreur est devenu l'équivalent de confirmer ce vieux jugement. Tu n'es vraiment pas assez intelligent. Derrière l'arrogance du « je sais tout » se cache un enfant blessé qui essaie de prouver sa valeur. Pouvez-vous ressentir le poids d'un tel fardeau? L'ombre opère à deux niveaux dans cette dynamique, à un niveau personnel, comme nous venons de le voir, et à un niveau collectif. Culturellement, nous valorisons la connaissance, la certitude et l'éloquence au-dessus de la curiosité, du doute et de l'écoute. Notre société récompense ceux qui ont des réponses, pas ceux qui posent des questions. Le détenteur de la vérité est en partie un produit de ce conditionnement culturel. Pour faire face à l'ombre du contrôleur, nous devons d'abord la reconnaître en nous-mêmes. Où nous accrochons-nous à nos propres certitudes? Dans quel domaine devenons-nous rigides pour protéger nos insécurités? Lorsque nous parvenons à embrasser notre propre ombre, nous développons la compassion nécessaire pour voir au-delà du comportement difficile de l'autre. Il ne s'agit plus de gagner un débat, mais de comprendre la douleur qui l'alimente. Chaque certitude absolue cache un doute absolument terrifiant. La vraie sagesse commence lorsque nous réalisons que l'inflexibilité de l'autre est souvent proportionnelle à la profondeur de son insécurité. Et cela nous enseigne quelque chose de précieux sur notre propre relation à la vulnérabilité. Dans la théorie jungienne, la persona est le masque social que nous portons pour interagir avec le monde. C'est le visage public de notre personnalité, soigneusement construit pour répondre aux attentes sociales et protéger les aspects les plus vulnérables du moi. Pour ceux qui se considèrent comme des détenteurs de la vérité, la persona est souvent construite autour de l'image de la personne savante, de l'expert, du sage. Ce masque devient si rigide et calcifié que la personne peut perdre la capacité de distinguer qui elle est vraiment du rôle qu'elle joue. Imaginez quelqu'un qui a bâti toute son identité sociale autour de l'idée d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Peut-être était-il l'enfant prodige, l'élève exemplaire, le professionnel brillant. Avec le temps, cette attente est devenue une cage dorée. Face à des informations qui contredisent ses connaissances, cette personne ne voit pas seulement un défi intellectuel, elle voit une menace existentielle pour sa persona soigneusement construite. La défensive ne surgit pas comme de l'entêtement, mais comme un mécanisme de survie psychique. Avez-vous déjà observé comment certaines personnes semblent perdre complètement leur sang-froid lorsque leurs opinions sont remises en question? Une persona rigide est comme une armure. Elle protège, mais elle restreint aussi, alourdit et finit par déformer. Lorsque quelqu'un est excessivement identifié à sa persona de savant, toute remise en question est interprétée comme une attaque personnelle. La défensive est proportionnelle au degré d'identification avec le masque. Pour gérer cette dynamique, nous devons d'abord reconnaître nos propres masques. Quels aspects de notre identité sociale défendons-nous le plus vigoureusement? Où devenons-nous défensifs lorsque nous sommes interrogés? En développant une relation plus fluide avec notre propre persona, nous créons l'espace nécessaire pour accueillir la défensive de l'autre sans nous sentir menacés par elle. Le masque le plus dur est celui qui cache le visage le plus fragile. Lorsque nous comprenons que la défensive est en fait un appel désespéré à la validation, nous changeons complètement notre approche. Il ne s'agit plus de démonter les arguments de l'autre, mais de créer un espace sécurisant où les deux personas peuvent se montrer flexibles sans menacer l'intégrité de l'ego. Jung nous enseigne que chacun de nous porte une ombre, le réservoir de tout ce que nous nions en nous. La véritable rencontre avec le Monsieur Je sais tout ne se produit pas seulement au niveau du dialogue externe, mais dans la reconnaissance de l'abîme intérieur que cette confrontation révèle en nous. Lorsque l'inflexibilité de l'autre nous irrite profondément, il est temps de se demander « Qu'est-ce qui est activé dans ma propre ombre ?» Imaginez quelqu'un qui se targue d'être ouvert, flexible et réceptif aux nouvelles idées. Cette personne pourrait développer une aversion viscérale pour le dogmatique et l'inflexible. Cette aversion, cependant, pourrait cacher une vérité inconfortable, sa propre rigidité dans certains domaines, son propre besoin de contrôle, soigneusement dissimulé sous le voile de l'ouverture intellectuelle. La rencontre avec le Monsieur Je sais tout devient ainsi une précieuse opportunité de connaissance de soi,
un miroir qui révèle non seulement le visage de l'autre, mais aussi nos propres angles morts. Avez-vous déjà ressenti cette irritation disproportionnée lorsque quelqu'un refuse de considérer votre point de vue? Jung nous invite à explorer cette réaction. L'intensité émotionnelle est souvent un indicateur de l'activation d'un contenu de l'ombre. Lorsque nous nous sentons excessivement provoqués par l'inflexibilité de l'autre, il est possible que nous soyons confrontés à des aspects niais de notre propre psyché. Pour transformer la rencontre avec le Monsieur Je sais tout en une opportunité de croissance, nous devons plonger dans nos propres ombres. Où sommes-nous rigides? Où nous accrochons-nous à des certitudes par peur de l'inconnu? Où craignons-nous l'erreur comme une condamnation à mort? Le travail de l'ombre n'est pas confortable. Il demande du courage pour regarder des aspects de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Mais c'est précisément dans cet inconfort que réside la possibilité de transformation. L'abîme que nous craignons le plus d'explorer est précisément celui qui contient nos plus grands trésors. Lorsque nous embrassons nos propres contradictions et rigidités, nous créons l'espace interne nécessaire pour accueillir l'inflexibilité de l'autre sans nous sentir menacés par elle. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de gagner le débat, mais de le transcender. Les archétypes, dans la théorie jungienne, sont des schémas universels habitant l'inconscient collectif, influençant profondément notre comportement et notre perception. Dans la communication avec le Monsieur Je sais tout, divers archétypes entrent en jeu, créant une danse complexe et souvent inconsciente. L'archétype du sage est particulièrement pertinent dans cette dynamique. Le Monsieur Je sais tout pourrait s'identifier à l'aspect lumineux de cet archétype, le détenteur du savoir, le guide, le mentor. Cependant, lorsque cette identification devient rigide, l'ombre du sage émerge, le dogmatique, le manipulateur intellectuel, le faux prophète. Imaginez quelqu'un qui a grandi en se sentant invisible et insignifiant. En découvrant que le savoir conférait attention et respect, cette personne a commencé à investir toute son énergie à devenir une source de sagesse. Avec le temps, le savoir a cessé d'être un moyen pour devenir une fin en soi, non plus un outil, mais une identité. Lorsque ces connaissances sont remises en question, ce n'est pas seulement une idée qui est en jeu, mais une construction archétypale entière de lui-même. Ce qui semble être de l'obstination peut, en fait, être un désespoir existentiel. Avez-vous remarqué comment certaines discussions semblent transcender le sujet original et prendre des proportions presque mythiques? Cela se produit parce que nous n'échangeons pas seulement des informations, nous naviguons dans des eaux archétypales profondes. Quand deux sages se rencontrent, quand le héros et le trickster s'affrontent, ou quand l'ombre et la persona entrent en collision, la conversation quitte le plan rationnel et entre sur le territoire du mythe vivant. Pour naviguer dans ces eaux, nous devons reconnaître les archétypes en jeu, à la fois chez les autres et en nous-mêmes. Quel rôle assumons-nous dans le dialogue? Quelles énergies archétypales invoquons-nous ou provoquons-nous chez l'autre? Une communication consciente exige non seulement une clarté rationnelle, mais aussi une sensibilité aux courants archétypaux qui coulent sous la surface de la conversation. Quand deux êtres humains conversent, deux univers entiers tentent de se comprendre. En développant cette sensibilité archétypale, nous transformons le dialogue avec le Monsieur Je sais tout en une danse sacrée, non plus un choc d'ego, mais une opportunité d'intégration de forces archétypales complémentaires. En psychologie jungienne, l'animus et l'anima représentent, respectivement, le principe masculin chez la femme et le principe féminin chez l'homme. Ce sont des archétypes de la contrasexualité qui habitent notre inconscient et influencent profondément nos relations. Dans le contexte de la communication, nous pouvons observer comment ces énergies se manifestent. Le style argumentatif associé à l'animus tend à valoriser la linéarité, l'assertivité et la logique formelle. L'expression liée à l'anima, en revanche, favorise la circularité, la contextualisation et l'inclusion de multiples perspectives. Le « Monsieur Je sais tout » présente souvent un animus hypertrophié ou une anima non intégrée. Lorsque ces énergies sont déséquilibrées, la communication devient un champ de bataille où des forces psychiques inconscientes s'affrontent. Imaginez une femme dont l'animus est figé au stade de l'homme de mots, celle qui utilise l'argumentation comme une arme, qui a toujours besoin d'avoir le dernier mot, ou un homme dont l'anima non développé se manifeste par une hypersensibilité à la critique,
masquée sous une apparente invulnérabilité intellectuelle. Dans les deux cas, le dialogue devient une arène pour la projection de contenus inconscients. Ce qui semble être une simple discussion de faits peut, en réalité, être un drame complexe d'intégration psychique. Avez-vous déjà remarqué comment certaines conversations semblent se dérouler dans des dimensions différentes, même lorsque les mots sont partagés? Pour transformer le conflit en un dialogue authentique, nous devons d'abord reconnaître et intégrer nos propres aspects animus, anima. Comment nous rapportons-nous au masculin et au féminin en nous-mêmes? Quelles qualités projetons-nous ou rejetons-nous chez l'autre pendant le dialogue? En développant une relation plus équilibrée avec notre contrasexualité intérieure, nous créons l'espace nécessaire pour une communication qui transcende les schémas inconscients de domination et de soumission. Quand animus et anima dansent en harmonie, le dialogue devient un acte d'amour. La véritable compréhension émerge lorsque nous apprenons à honorer à la fois la précision logique de l'animus et la compréhension contextuelle de l'anima, non pas comme des forces opposées, mais comme des énergies complémentaires essentielles à une communication intégrale. L'individuation, concept central de la psychologie jungienne, fait référence au processus par lequel une personne devient un individu psychologique, un être unique, indivisible et intégré. C'est un voyage de toute une vie vers la complétude, impliquant la reconnaissance et l'intégration des aspects conscients et inconscients de la personnalité. La rigidité mentale est souvent un obstacle sur le chemin de l'individuation. Lorsque nous nous accrochons à des certitudes absolues, lorsque notre identité fusionne avec nos opinions, nous créons une barrière qui empêche le flux naturel du développement psychique. Imaginez quelqu'un qui a construit sa vie autour d'un ensemble de croyances fixes, politiques, religieuses, philosophiques ou scientifiques. Ces croyances sont devenues non seulement des idées que la personne défend, mais des piliers qui soutiennent son identité même. Remettre en question ces croyances équivaut à remettre en question les fondations de son être. La rigidité émerge comme une tentative désespérée de préserver l'intégrité d'un soi qui craint la dissolution. Le paradoxe est que cette même rigidité, qui semble protéger le soi, empêche finalement sa véritable réalisation. Avez-vous déjà ressenti cette sensation troublante lorsqu'une nouvelle idée menace de déstabiliser quelque chose que vous avez toujours cru être vrai? Jung nous enseigne que l'individuation exige la capacité de supporter la tension des opposés, d'habiter l'espace incertain entre certitude et doute, savoir et ignorance, raison et intuition. C'est précisément dans cette tension que le soi authentique peut émerger. Pour faire face aux propriétaires de la raison, qu'il s'agisse d'autrui ou d'aspects de nous-mêmes, nous devons reconnaître que le chemin vers la complétude ne se fait pas en accumulant des certitudes, mais par une capacité grandissante à habiter le mystère. La vraie sagesse commence lorsque nous apprenons à danser avec l'incertitude. Lorsque nous comprenons que la flexibilité et la fermeté sont toutes deux nécessaires sur le chemin de l'individuation, nous développons une relation plus compatissante envers ceux qui n'ont pas encore trouvé cet équilibre. Le propriétaire de la raison peut alors être vu non pas comme un adversaire, mais comme un compagnon de voyage à une étape différente sur le même chemin que nous parcourons tous. La synchronicité, un concept développé par Jung, fait référence à des coïncidences significatives qui ne peuvent être expliquées par la causalité conventionnelle. Ce sont des événements connectés non par une relation de cause à effet, mais par leur sens partagé. Dans les débats et les conflits avec les propriétaires de la raison, nous pouvons observer des phénomènes synchronistiques qui révèlent des couches de signification plus profondes derrière le caractère aléatoire apparent de la rencontre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent apparaître dans nos vies précisément lorsque nous sommes confrontés à des problèmes spécifiques? Ou pourquoi certains thèmes réapparaissent constamment dans des contextes et des relations différents? Imaginez quelqu'un qui rencontre constamment des figures d'autorité inflexibles, un patron dogmatique, un enseignant rigide, un membre de la famille obstiné. La récurrence de ce schéma n'est peut-être pas une simple coïncidence, mais une manifestation synchronistique d'un thème psychique non résolu, cherchant à être intégré. Les débats qui nous mobilisent le plus intensément sont souvent ceux qui touchent à nos complexes les plus profonds, des constellations de souvenirs, d'émotions et d'associations organisées autour d'un noyau archétypique.
Avez-vous déjà remarqué comment certains conflits semblent éveiller en vous une réaction émotionnelle complètement disproportionnée par rapport au sujet en discussion? D'un point de vue jungien, ces réactions intenses sont des indicateurs qu'un complexe a été activé. Et la personne qui a provoqué cette activation peut jouer, de manière synchronistique, le rôle de messager de l'inconscient. Pour transformer ces rencontres en opportunités de croissance, nous devons être attentifs aux schémas synchronistiques dans nos interactions. Quels thèmes émergent de manière répétée? Quel genre de personnes provoque nos réactions les plus intenses? Quelles leçons semblent être présentées à travers ces rencontres apparemment fortuites? Chaque débat difficile est une invitation synchronistique à une vérité plus profonde. Lorsque nous développons cette sensibilité à la dimension synchronistique des conflits, les propriétaires de la raison dans nos vies cessent d'être des obstacles et se transforment en guides, bien qu'involontaires, sur notre chemin de connaissance de soi. Dans l'inconscient collectif, l'archétype du vieil homme sage représente la sagesse intérieure, une connaissance profonde qui transcende l'ego et ses limitations. C'est la voie de l'intuition profonde, du discernement qui va au-delà de la rationalité conventionnelle. Paradoxalement, c'est dans le silence, et non dans un discours incessant, que la voix de ce sage intérieur peut être entendue. Tandis que le propriétaire de la raison parle sans arrêt, craignant le vide et l'incertitude, le vrai sage sait habiter le silence fertile où la sagesse authentique peut émerger. Imaginez quelqu'un qui a passé toute une vie à accumuler des connaissances, devenant une encyclopédie vivante, capable de discuter de n'importe quel sujet avec une autorité apparente. Cependant, cette même personne peut être complètement sourde à la sagesse silencieuse émanant des profondeurs de son propre être. Le bruit constant de ses pensées et de ses opinions crée une barrière qui empêche le contact avec le sage intérieur. La vraie autorité ne vient pas du savoir accumulé, mais de la capacité d'écouter le silence. Avez-vous déjà expérimenté ce moment de clarté qui surgit non pas d'une pensée incessante, mais d'un espace de quiétude intérieure? Jung nous enseigne que le soi, le centre et la totalité de la psyché, communiquent avec nous non par des arguments logiques, mais par des symboles, des intuitions et des aperçus qui émergent lorsque l'ego se tait. Pour accéder à cette sagesse, nous devons cultiver l'art du silence intérieur. Dans le dialogue avec le propriétaire de la raison, l'une des stratégies les plus puissantes peut être, paradoxalement, le non-engagement. Non par évitement ou passivité, mais comme un choix conscient d'habiter un espace de présence silencieuse qui invite l'autre à un mode d'interaction différent. Lorsque nous trouvons notre propre centre silencieux, le besoin compulsif de convaincre ou d'être convaincu se dissout naturellement. Dans le silence, le plus profond, toutes les voix se rencontrent. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir les bonnes réponses, mais dans la culture des questions qui ouvrent un espace pour que la sagesse émerge naturellement, tant en nous que chez les autres. En psychologie jungienne, l'intégration des opposés est fondamentale pour le développement psychique. L'union des contraires, conscient et inconscient, lumière et ombre, masculin et féminin, crée la tension créative nécessaire à la naissance du soi authentique. Dans le contexte du dialogue avec le propriétaire de la raison, cette intégration se manifeste dans la capacité à soutenir des positions apparemment contradictoires, sans avoir besoin de les résoudre prématurément en une synthèse artificielle. Imaginez une conversation où deux personnes ont des points de vue diamétralement opposés sur un sujet complexe. Dans l'approche conventionnelle, le but serait de déterminer qui a raison et qui a tort. Du point de vue jungien, cependant, le véritable objectif serait de créer un champ de conscience élargi où les deux positions peuvent coexister, révélant une vérité plus complète qui transcende la dualité initiale. Le dialogue authentique ne cherche pas la victoire d'une position sur l'autre, mais l'émergence d'une compréhension qui honore la vérité partielle, contenue dans chaque perspective. Avez-vous déjà expérimenté ce moment de conscience élargie où vous avez pu voir la validité d'un point de vue complètement opposé au vôtre? Pour faciliter l'union des opposés dans le dialogue, nous devons développer ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité psychique à construire des ponts entre les contenus conscients et inconscients, entre des positions apparemment irréconciliables. Cela requiert une humilité intellectuelle,
La reconnaissance que notre perspective, aussi bien fondée soit-elle, est toujours partielle, limitée par le caractère unique de notre expérience et le cadre inévitable de notre conscience. Lorsque nous abordons le dialogue avec cette humilité essentielle, nous créons l'espace nécessaire pour que l'autre puisse également assouplir ses positions sans avoir l'impression de perdre quelque chose d'essentiel. La vérité plus profonde ne réside ni d'un côté ni de l'autre, mais dans l'étreinte qui contient les deux. L'intégration des opposés dans le dialogue n'est pas simplement une stratégie de communication. C'est un acte alchimique qui transforme à la fois le contenu de la conversation et les interlocuteurs eux-mêmes. Dans la tradition alchimique, si chère à Jung, la transmutation de la matière brute en or philosophal symbolise la transformation de la psyché ordinaire en conscience éclairée. Cette transformation n'est pas instantanée, mais un processus graduel de dissolution et de coagulation, de séparation et d'union des éléments. Dans le contexte du dialogue, l'alchimie se produit lorsque les mots cessent d'être des instruments de pouvoir et de domination et deviennent des véhicules de conscience partagée. C'est la transmutation de la communication en communion. Imaginez un dialogue où, au départ, deux personnes sont retranchées dans leur position, chacune convaincue de sa propre justesse. Au fur et à mesure que la conversation se déroule, quelque chose de subtil commence à se produire. Les interlocuteurs cessent progressivement de s'identifier complètement à leur position. Un espace s'ouvre entre le soi et ses idées. Dans cet espace, une qualité différente de présence et d'écoute peut émerger. Ce qui était un débat se transforme en exploration conjointe. Ce qui était une confrontation devient une collaboration. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de fluidité lorsqu'une conversation difficile se transforme soudainement en un champ de découverte mutuelle? L'alchimie d'un dialogue conscient exige certaines conditions pour opérer. Pleine présence, écoute authentique, suspension temporaire du jugement, disponibilité à être transformé par la rencontre. Le propriétaire de la raison, comme chacun de nous, porte en lui le potentiel de cette transformation alchimique. Derrière l'apparente rigidité, il y a toujours une âme en quête d'expression authentique, de reconnaissance, d'appartenance. Lorsque nous abordons le dialogue, non pas comme une bataille à gagner, mais comme un creuset alchimique où quelque chose de nouveau peut naître, nous créons les conditions d'une transmutation véritable, tant des idées que de la qualité de la relation. Chaque mot conscient est une graine de transformation plantée dans le sol fertile de la rencontre. La véritable alchimie ne consiste pas à convertir l'autre à notre vision, mais à co-créer un espace sacré où la sagesse peut émerger naturellement, transcendant les limites de nos perspectives individuelles. Le soi, en psychologie jungienne, représente la totalité de la psyché, consciente et inconsciente, et son centre organisateur. Il est à la fois la source et le but du chemin d'individuation, l'archétype central qui impulse le processus de devenir qui nous sommes véritablement. Dans le contexte des conflits avec les propriétaires de la raison, revenir à son centre n'est pas une échappatoire à la confrontation, mais une plongée plus profonde dans sa vraie nature. Imaginez quelqu'un qui a passé toute sa vie à bâtir son identité autour de ses opinions et de ses connaissances. Chaque débat devient une bataille existentielle, chaque divergence une menace. Cependant, à mesure que cette personne commence à entrevoir un sens plus profond de son identité, ancré non pas dans ses croyances mutables, mais dans son être essentiel, une transformation subtile opère. Les opinions continuent d'exister, mais l'identification obsessionnelle à celles-ci se dissout progressivement. Alors surgit la possibilité d'une acceptation qui n'est pas résignation, mais une reconnaissance de la nature transitoire de toutes les constructions mentales. Avez-vous déjà ressenti cette profonde sérénité qui émerge lorsque nous nous désidentifions de nos propres positions sans les abandonner? Jung nous enseigne que le soi véritable transcende toutes les polarités et les dualités. Il n'est ni dans le vrai ni dans le faux, ni dans l'affirmation ni dans la négation, mais dans la conscience englobante qui peut contenir toutes ces dimensions sans être limitée par aucune d'entre elles. Pour faciliter le retour au centre, à la fois en nous-mêmes et chez les autres, nous devons cultiver ce que les bouddhistes appellent l'esprit du débutant, cette qualité d'ouverture, de curiosité et de non-savoir qui permet à chaque expérience d'être rencontrée comme pour la première fois.
Paradoxalement, c'est précisément lorsque nous abandonnons le besoin d'avoir raison que nous nous ouvrons à une compréhension plus profonde et plus authentique. Le centre de soi est cet endroit où nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La véritable acceptation naît lorsque nous reconnaissons qu'au niveau le plus profond de notre être, nous sommes déjà complets. Au-delà de toutes les opinions, au-delà de tous les débats, au-delà de toutes les identités transitoires que nous assumons dans la danse de la vie. Nous avons maintenant atteint la fin de notre voyage, ou peut-être juste son véritable commencement. Nous avons traversé 12 portails de conscience, explorant les profondeurs de la psyché humaine, à la recherche de la compréhension de ce qui semblait initialement n'être qu'un obstacle, la personne qui a toujours besoin d'avoir raison. Et ici, enfin, nous pouvons révéler le secret que nous avions promis au début. Ceux qui insistent le plus pour avoir raison sont, paradoxalement, nos plus grands maîtres sur le chemin de la conscience. Ils nous offrent, même involontairement, l'opportunité de confronter nos propres ombres, d'intégrer nos propres opposés, de revenir à notre propre centre. Le propriétaire de la raison est le miroir inversé qui reflète précisément ce que nous avons le plus besoin de voir en nous-mêmes. Ce n'est pas par hasard qu'ils apparaissent dans nos vies, mais par une synchronicité significative, un appel de l'inconscient pour notre prochaine étape de croissance. Comprendre cela ne signifie pas tolérer des comportements abusifs ou se soumettre à des relations toxiques. Au contraire, c'est précisément cette compréhension profonde qui nous permet d'établir des limites claires et saines, ancrées non pas dans le ressentiment, mais dans la conscience de notre propre valeur. La véritable transformation se produit lorsque nous cessons de voir l'autre comme un problème à résoudre et commençons à le percevoir comme un mystère à contempler, avec la même révérence et curiosité avec lesquelles nous contemplons le mystère de notre propre existence. Chaque rencontre difficile est une invitation à une conscience plus vaste. La vie, dans son infinie sagesse, continuera à nous présenter des miroirs, certains doux, d'autres stimulants, afin que nous puissions voir avec une clarté croissante qui nous sommes véritablement, au-delà de tous les mal